Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à écouter quel épisode de Trois Bières? Un épisode spécial avec Evelyne Ferron. Et pas si spécial que ça, mais c'est spécial quand Evelyne est là. Oui, c'est toujours spécial. Ça va être l'anniversaire de sa première présence à Trois Bières. Oui, en fait. en plus. Et puis, c'est tout le temps le fun quand Evelyne vient faire son tour. On n'a pas vraiment pigé de sujet dans cet épisode-là. On a juste comme parlé de plein d'affaires avec elle. Et elle nous a, comme d'habitude, offert de son expertise à cœur ouvert. Et c'était vraiment le fun. Oui, ça, Evelyne, on prépare un sujet un sac de sujets juste pour elle, en plus. Fait que vous avez des questions d'histoire en particulier ou en tout genre, envoyez-les à Trois Bières, puis on va trier ça. On va être prêt pour la prochaine fois qu'elle vient faire son tour, puis on espère que ça va être bientôt. Mais en attendant, on aimerait ça remercier les gens qui nous aident à produire Trois Bières. C'est bien sûr c'est nos membres Patreon, nos abonnés sur Patreon. On les adore. Et quand vous êtes... et vous pouvez faire partie des gens qu'on adore. On vous adore si vous écoutez l'émission, mais on vous adore davantage si vous êtes sur Patreon. Et quand vous êtes sur Patreon, vous avez accès à des podcasts exclusifs à chaque semaine. Et cette semaine, le podcast est bien sûr Le Clandestin, où Pierre-Luc et moi, on s'enregistre, on parle des choses qui se passent dans notre vie, qui se passent avec Trois Bières, des choses plus personnelles. Du real talk. Du real talk. On ne sait pas encore de quoi on va parler parce qu'on va enregistrer ça demain. Et si vous devenez membre Patreon, vous avez accès à toutes les archives. Et ça serait niaiseux de ne pas rappeler qu'il y a des spéciales avec Evelyne Ferron, exclusifs sur Patreon aussi, parce qu'elle parle notamment du Québec, de l'histoire du Québec, plein de choses, de révisionnisme aussi, au niveau de l'histoire du Québec. Donc, allez voir ça. Il y a des voyeurs de vue, il y a des Pierre-Luc répond, Gabriel répond. On a plein de choses sur notre Patreon. Absolument. Puis il va y avoir des nouveaux spéciaux avec Evelyne dans un avenir rapproché. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, abonnez-vous au Patreon direct maintenant. Écoutez ceux du passé pour être prêt à ceux du futur. Mais en attendant, on aimerait remercier les gens qui nous encouragent comme Patrick Marois, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, le Fat Pack, Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Mars, David Lassalle, Éric Roy, Sophie McCall, J.S. Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Philippe Marcotte, ainsi que Valérie Laventure, Joanne Yvé, Maude Blanchette, Michael Ruet, Audrey Bouchard, Yves Chouen et Nick Cooper. On vous remercie d'encourager Trois Bières. C'est sur YouTube en ce moment. Faites un subscribe, abonnez-vous. Et sonnez cette cloche. Ouais, et je réalise que mon t-shirt noir, ça fond dans le décor. Fait que j'ai l'air d'avoir un genre de logo qui flotte ici. Ouais. Je vais plus faire ça à l'avenir. On a des leçons pour tous cette semaine. Mais en attendant, passons à l'épisode. D'agace. On va commencer. Re-bienvenue à Trois Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Bien sûr, dans ce sac ici, il y a vos sujets. Et quand on pige un sujet, vous entendez ceci, lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière, on en voit plusieurs, absolument 3, et c'est ça, 3 bières. J'ai juste une question, ta caméra là, est-tu correct? Elle est correcte, Tu vas oui. resserrer? Non, c'est correct comme ça parce que là, on a de la profondeur de champ et l'image paraît mieux parce que souvent, l'affaire avec la deuxième caméra, en fait, la caméra qui est sur toi et un invité, des fois, vous avez l'air comme tout seul De notre bord. très lointain. Tandis que là, j'essaie de rapprocher ça comme on est chaque bord. Alors, je pense que ça va être correct vu que je me penche pas trop. Je devrais jamais tu vois, même quand je rentre devant Pierre-Luc, mais pas devant toi et Evelyne. C'est bon, je m'excuse, je voulais vraiment pas remettre en doute ta technique. C'est comme ça qu'on raffine le processus en posant des questions. OK. Je voulais juste apprendre. Écoute, c'est la seule place où on peut apprendre maintenant, c'est dans les podcasts. Et on a rien de le faire en ce moment. C'est la grande source d'information. Oui, et dans ce chemin d'apprentissage, j'ai moi-même Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Evelyne Ferron, bonjour! Yeah! Allô! Écoute, les gens vont remarquer, des fois, les gens nous passent des commentaires sur YouTube. Hey, c'est 3 verres d'eau cette semaine, des affaires comme ça. Ah, il y a du kombucha aussi. Il y a du kombucha aussi. Mais regarde, moi, c'est des verres d'eau parce que je te dirais que j'ai animé un quiz hier soir et par conséquent, les quiz fait que tu te couches tard. T'as encore un certain taux d'alcoolémie dans ton sang. C'est très possible. Je me sens correct, mais je vais y aller à l'eau. Voilà, jouer safe. Moi, je sors d'une run de festival. Fait que c'est comme un très long quiz d'Annick dans mon cas. Moi, je suis déjà complètement saoul depuis ce matin. Ouais, c'est ça le truc. Voilà. Ouais. Alors voilà. J'avais préféré le kombucha. Evelyne Ferron, t'es une de nos invités préférés et de nos auditrices. Ça fait un an maintenant. Oui, que... oui, régulièrement. Juste
un an? Juste un an. La première fois que vous m'avez invité, c'était en juillet l'année dernière. Ah, mon Dieu, je suis content de ça. C'est comme mon anniversaire. Ah oui. C'est vrai! Puis moi, je veux juste dire qu'à chaque fois que je reparle à Evelyne pour lui demander quand est-ce qu'elle vient et tout, t'as toujours peur que les gens soient tannés de t'entendre. Oui, ben, c'est parce que je suis venue souvent quand même en un an. J'ai pas fait le calcul parce qu'on a fait des Patreons aussi. C'est vrai. Allez vous abonner sur Patreon pour écouter nos Patreons. Je veux pas, puis on va risque d'en faire d'autres vu que tu t'en viens dans mon coin au mois d'août. Mais c'est ça. Des fois, je me dis, je suis un peu là trop souvent. Fait que voilà, j'ai cette inquiétude des fois que les gens se tannent. Les gens sont tout le temps contents de t'avoir à l'émission. Même quand faut pas s'inquiéter. J'ai fini une émission en fou rire total. Oui. Je pense que le monde a aimé ça encore plus. C'est pas grave, on est dans une émission d'humour ici. Mais là, tantôt, on parlait de quelque chose avant d'enregistrer, puis il faut finir ce dossier-là. Monsieur Fortune. Oui, Robert Fortune. Fortune. Oui, OK, tu commences bien, toi. Oui, mais il y a des Robert importants. Il y a Robert Roode, Yannick, qui est important. Il y a le petit Robert. Le petit Robert aussi. Robert De Niro. Robert De Niro, oui. L'homme de Tribeca. Oui. Qui est Robert Fortune, Evelyne, et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Robert Fortune, c'est un botaniste, hein? Mais pourtant, les botanistes ont fait des grandes choses pour l'Empire britannique au 19e siècle, et lui, plus que les autres probablement. Donc, c'est un personnage vraiment fascinant de l'histoire britannique. C'est un Écossais qui avait les cheveux noirs, il faut que je précise, parce que pour la suite de l'histoire, c'est comme important. Et on est à l'époque vraiment où, en faisant l'exploration du Nouveau Monde, mais avec les conquêtes en Inde, un peu partout, on s'intéresse aux plantes d'un point de vue médical, mais aussi des fois à ce que si on fait pousser telle plante dans un autre pays, on peut avoir notre indépendance d'une ressource, on n'a plus besoin de l'acheter d'un autre pays. On est un peu dans cette espèce d'état d'esprit où on essaie d'avoir le monopole de plusieurs ressources. Et les Anglais sont devenus, depuis le tournant du 17e siècle, accros au thé. Et il n'y a que la Chine, pour l'instant, qui possède le Camellia sinensis, qui est le nom qu'on donne à l'arbre à thé. Parce que là, les variétés de thé, après, ça dépend où tu fais pousser l'arbre. Tu sais, ça pousse dans un arbre. Oui, je sais que je vais pas sonner super wise en disant ça, mais comme un gros arbre. Ils sont taillés. Si tu regardes les endroits où ils font du thé, c'est quand même, c'est plus arbuste, mais il pourrait devenir très, très haut si tu le taillais pas. C'est ça. Tout dépend d'où il pousse, des températures, si tu plus en montagne, si tu plus chaud, etc. Ça change la saveur des feuilles. Et donc, quand tu as un thé vert, c'est que la feuille est juste séchée. Quand tu as un thé noir, c'est qu'on la fait fermenter. Donc, c'est ce qui fait en sorte que la feuille est noire, mais que le goût est beaucoup plus corsé. Et quand tu as du oolong, c'est semi-fermenté. Ça veut dire qu'en cours de fermentation, plac, on arrête. Donc, c'est pas l'arbre qui détermine le type de thé, c'est ce qu'on fait avec les feuilles. Mettons, tu as du maté qui est super caféiné puis qui te réveille comme ça pas d'allure. C'est quoi exactement, ça, sais-tu? En fait, des fois, ils vont rajouter, tu sais, un peu comme maintenant, le kombucha aussi, c'est du thé fermenté. Ouais. Dans le matcha, là, on va le faire sécher. Puis on va, après ça, le réduire complètement en poudre. Mais des fois, les techniques de séchage vont changer justement le goût. Mais pour la caféine, d'habitude, c'est la fermentation qui détermine ça. Donc, un thé vert a moins de caféine que les thés noirs, justement, qui sont hyper fermentés. Fait que quand tu as un maté, ça veut dire que tu as des feuilles qui ont été plus fermentées, ce qui va augmenter ta... Je veux juste dire que moi, j'ai écouté une vidéo de Ellie Beast où est-ce qu'il mange un champignon de kombucha. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Il est gros comme la table. Il est gros comme la table, c'est épouvantable, ça a l'air dégueulasse, puis il le mange au complet. Bref, je voulais juste plugger Ellie Beast. J'ai des images dans ma tête. Moi aussi, j'en ai des connaissances. Mais Yannick, je sais pas si tu as resuccombé aux boissons énergisantes depuis Sylvain Larocque. Depuis l'épisode avec Sylvain Larocque, non, j'ai pas il boit ça en resuccombé. plus? J'ai pas succombé à ça, non. C'est drôle parce que, ouais, c'est ça, comme peut-être les auditeurs ne savent pas, moi j'ai fait un sevrage de boissons énergisantes depuis plus de 4 ans. Et après, Sylvain Larocque, durant l'épisode, a dit comme, hey, sais-tu qu'est-ce qui va un bon combo des chips au ketchup et du gourou? Ah, wesh, du gourou. Puis là, il a été en chercher plus tard. On en a mangé. J'en ai consommé durant l'épisode. J'ai pris juste une coupe de gorgée. J'ai pas rebu une canette au complet. Mais bref, c'est ça. T'as pas fait de rechute? J'ai pas fait de rechute. Non, je l'ai bu là. Quand j'ai défait l'équipement, j'avais un petit peu mal à la tête. Là, de façon que j'avais pas eu depuis longtemps. Puis une couple d'heures plus tard, j'ai fait comme ah oui, c'est vrai, j'ai bu du gourou tantôt. Tu sais, comme je m'en rappelais, me rappelais déjà plus. J'ai pas rejeté, puis j'ai pas eu le goût de retourner et recommencer à boire ça. Le thé dont on parle, c'est comme un gros boost. C'est comme prendre un champignon magique de Mario Bros pendant comme 1 heure. C'est vraiment spécial. Oui, mais réveille. Des fois, ils mettent ils en rajoutent aussi. C'est pas juste le thé là, qui va faire ça. Le thé, contrairement, mettons, au café, là, la dose d'énergie n'est pas aussi grande. Mais parce qu'on commandait autant, on achetait autant de thé, à un moment donné, je veux dire, on parle
quand même de 300 000 tonnes de thé qui étaient commandées par le peuple britannique parce que là, ils en vendaient en Amérique du Nord, ils en vendaient dans toutes leurs colonies aussi, aux Britanniques installés dans les colonies, à la Chine. La Chine était autosuffisante au 19e siècle, donc ce qu'elle disait aux Britanniques, c'est nous, on veut rien de votre empire, on veut aucun de vos produits, on veut des lingots d'argent. Et l'Angleterre n'était pas très riche en mines d'argent, donc ça les faisait chier parce qu'il fallait qu'ils fassent des échanges avec d'autres pays pour avoir des lingots d'argent pour payer le thé. Alors, ils se sont dit un jour, est-ce qu'on pourrait pas prendre le théier, l'arbre à thé, et le planter sur nos territoires, ce qui nous rendrait indépendants en thé. Et c'est là qu'arrive Robert Fortune. Alors, on va le déguiser en chinois. Alors, c'est un Écossais. C'est pour ça que Appropriation culturelle! c'est la raison pour laquelle je disais, c'est un botaniste espion, c'est pour ça qu'il est vraiment cool. Mais c'est pour ça que je précisais qu'il avait les cheveux noirs, parce que le roux, écossais roux, ça n'aurait pas fonctionné vraiment. On va lui faire vraiment la tresse que les Chinois portaient à l'époque là, de soumission à l'empereur, et il va réussir, lui, à dépasser les ports, parce que la Chine limitait les étrangers, les Hollandais, entre autres aussi, aux ports comme Canton, ce qui est aujourd'hui Hong Kong et tout ça, pour pas qu'ils entrent à l'intérieur des terres. Et là, lui, il va s'associer à des Chinois, puis il va réussir ce que personne n'avait fait avant, voyager à l'intérieur de la Chine, voir les plantations d'arbres à thé, essayer de comprendre comment, dans quel endroit sur les territoires de l'Empire britannique on aurait les mêmes conditions climatiques pour faire pousser ça. Et il va arriver avec les premiers modèles de serres portatives pour ramener les plants qu'il va voler et les graines qu'il va voler. Mais tu as juste dit, excuse-moi, la tresse de soumission à l'empereur, qu'est-ce que c'est? Bien, les Chinois, avant Mao, c'est assez quand même dans Lucky Luke qu'on les voit, là, d'avoir la petite tresse à l'arrière du cou. Surtout au 19e siècle, les hommes portaient ça pour montrer qu'ils étaient des sujets fidèles à l'empereur de Chine. Ah oui? Oui, c'est un style de soumission. Puis Mao, ça a été dans les premiers, quand on arrive à la Révolution chinoise, à couper la tresse. Pour dire, moi, je me rebelle, on s'en va vers le communisme. C'est tout le monde qui portait la tresse ou juste les hommes? OK. Oui, non, les femmes n'avaient pas vraiment besoin de... Quand j'étais au primaire, on avait un gars, je me rappelle de ça, j'avais comment oublié, un gars qui a un crétin qu'on appelait Mao, mais c'est parce qu'il s'appelait Marc-André Ouellette. Fait que son initial, c'était Mao. Puis c'est à cause de ce gars-là que j'ai appris sur Mao, l'empereur chinois, parce que, hey, c'est drôle qu'il y ait le même nom que le style de crétin qu'on a. Puis est-ce que tu es vraiment... Est-ce que tu es en bon terme avec lui? J'ai jamais parlé depuis, genre, 25 ans. Allô? Mais peut-être qu'il est plus crétin, genre, ça je veux dire. Mais il y a toujours les initiales Mao. Ouais, ça c'est sûr. Ça peut pas changer, à moins qu'il y ait des gens qui ont ça, là, c'est sûr qu'il y a des... Ouais. Mais fait que voilà, fait que Robert Fortune va réaliser que c'est en Inde, dans la région de l'Assam puis du Darjeeling, qu'on a les conditions climatiques similaires pour pouvoir peut-être essayer de faire pousser les arbres à thé. Puis c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, dans la région de l'Assam, du Darjeeling, ça a été déforesté complètement, puis ils ont des problèmes aussi avec les inondations, avec les écoulements de boue et tout ça, parce qu'on va raser des forêts entières dans la région de l'Assam pour planter des arbres à thé. Au début, ça marche pas, puis à un moment donné, ça finit par fonctionner. Puis quand l'Angleterre réalise que ça fonctionne, elle va dire à la Chine. Et en fait, entre-temps, parce que ça a été long... de façon diplomatique. Oui, non, pas du tout. Parce qu'on voulait s'approprier le thé, ça a été long quand même avant de faire tout ce processus-là. La Chine, à un moment donné, quand même, était très sévère dans les relations commerciales. Fait que les Britanniques se sont dit, au lieu de l'argent, qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir qu'ils aimeraient? Ils ont découvert l'opium. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à faire rentrer de l'opium en Chine. Les Chinois, avec les images qu'on a tout à l'heure de pipes d'opium qui sont toujours un peu... Tintin, oui, le lotus. Tintin, voilà. Mais c'est ça. Pourquoi il y avait toutes les ongles longs? C'est là, avec ceux qui fumaient de l'opium qui avaient les ongles super longs? Je peux te dire, pour être en Chine, qu'ils ont encore les ongles très longs. Pourquoi donc? Je sais pas. J'ai pas osé demander à mon chauffeur de taxi, mais j'avoue que la longueur de ses ongles me dégoûtait énormément pendant qu'il conduisait. Fait que, oui. J'étais comme, ça va peut-être. Je ne sais pas. Il y a peut-être un auditeur qui va pouvoir nous le dire. J'avoue que j'ai pas osé poser la question. Je me la posais, mais j'ai fait, non, je la poserai pas. D'un coup, que je crée un incident diplomatique pendant que je suis à Canton, je veux rentrer au pays. Oui, je comprends. Alors, j'ai pas fait ça. Mais voilà, donc par les ports de Canton et tout ça, on faisait rentrer l'opium. Et là, les Chinois étant dépendants, ils désobéissaient aux règles impériales, puis ils acceptaient quand même de faire plus de commerce, de prendre l'opium plutôt que de l'argent, en échange, entre autres, du thé. Et quand la Chine va couler des bateaux britanniques, parce qu'elle dit il n'y a plus d'opium qui rentre sur notre territoire, c'est interdit, l'Angleterre va se fâcher et commence les guerres de l'opium. Donc, il y a 2 grandes guerres de l'opium au 19e siècle qui ont fait en sorte que la Grande-Bretagne va mettre la main sur Hong Kong. Oui. C'est comme ça. Oui, parce que justement, j'allais te poser des questions là-dessus parce qu'il y a beaucoup de films de Kung Fu, particulièrement de Wuxia. On a ça en commun, toi et moi. Il y a beaucoup de plus récents qui sont des films d'époque qui sont sur justement Hong Kong occupé sous le joug des policiers britanniques. Puis c'est tout le temps, à cause du communisme en Chine, c'est quasiment tout le temps des histoires de « Hey, on va les mettre dehors, eux autres. » Puis la force de la Chine, n'est-ce pas? Et pourtant, Hong Kong, qui est très différente du reste de la Chine, n'a pas nécessairement cette opinion-là. Ouais, non, ça, c'est... Mais
tout, justement, j'allais te demander d'où venait cette occupation-là. Fait que ça vient des guerres de Des guerres de l'opium. La première guerre de l'opium, donc c'était la deuxième moitié du 19e siècle. L'Angleterre gagne contre la Chine. La Chine a une armée, mais elle n'est pas habituée à faire des batailles navales. Et c'est là que l'Angleterre, s'alliant la France, va botter le derrière des Chinois. Et le gain qu'ils vont avoir, c'est que ça va leur donner un port à eux qu'ils vont contrôler sur le territoire chinois qui sera celui de Hong Kong. Hong Kong, c'est une île, non? Ouais, il part, en fait, plus péninsule, je te dirais. Là, ça dépend comment tu veux le voir. Oui, dans beaucoup de films, ils parlent des gens de l'extérieur de Hong Kong, du monde du mainland. Essentiellement, c'est vraiment une façon de dire, comme des fois, nous, on dit région de façon hargneuse et péjorative. En Chine, c'est du monde du mainland. Fuck ça, là. Parce qu'Hong Kong, c'est la ville occidentalisée. Vu que c'était les Britanniques jusqu'à tout récemment, en fait, c'est sûr qu'ils ont une culture complètement différente, mais ce sont eux qui ont permis, par contre, les communications parce qu'ils parlaient anglais. C'est par Hong Kong, en fait, que les relations commerciales se sont remises en place après Mao. C'est grâce à ça aussi. Mais est-ce que les guerres de l'opium, c'était vraiment comme... Est-ce que c'était communiqué partout dans le monde comme « Ah ouais, ils sont en train de se battre pour ça » ou il y avait comme plus une histoire de couverture qui disait au monde extérieur, mais à cette heure, on sait que c'est l'opium. Là. Mettons en Amérique du Nord... Non, c'était connu pour ça. On savait que la Chine avait envoyé un décret très officiel à la reine Victoria en disant « Ton opium, tu le gardes chez vous, tu fais plus rentrer ça sur mon territoire. » Mais la reine Victoria était quand même sensible à ça. Ce qui est arrivé, c'est que la Chine a coulé des bateaux britanniques. Ça, c'était à ne pas faire parce que là, c'est un signe de faiblesse aussi. Fait que c'est pour ça que les Britanniques se sont fâchés. Parallèlement à ça, ça leur permettait d'envoyer leurs espions puis de attendre qu'on puisse voler l'arbre à thé. C'est comme le sous-objectif dont on parle assez rarement, en fait, que Robert Fortune, lui, est en train d'établir des contacts un peu partout dans la région du Yunnan et tout ça en Chine pour voler le fameux théier. Ça, il disait, ça, c'était le côté secret, on n'en parlait pas. Parce qu'une fois qu'on allait l'avoir puis qu'on allait être indépendant, on allait pouvoir dire à la Chine, on t'achète plus rien, tes 300 000 tonnes de thé, tu vas te les foutre, je pense. Et ça a nuit à la Chine. En fait, tout ça, le fait d'avoir perdu les guerres de l'opium, parce que dans la deuxième guerre de l'opium, les Français vont réussir à atteindre Pékin de manière quand même assez violente. La Chine va comme être obligée d'ouvrir un peu ses portes au commerce international. C'est ça les conditions, en fait, c'est qu'elle ne peut plus limiter le libre marché. Donc, elle qui était en autarcie fermée, s'ouvre sur le monde, mais elle s'ouvre sur un monde qui est industrialisé alors qu'elle, elle ne l'est pas. Et là, elle va essayer de forcer l'industrialisation à des paysans et des gens qui n'ont aucune idée, en fait, de cet univers-là. Et tu viens déjà de mettre en place un peu la trame qui explique l'impact, pourquoi le communisme va marcher en Chine et pourquoi on va chasser l'empereur. Il y a un film qui s'appelle Le Dernier Empereur qui raconte un peu cet épisode-là qui est quand même très violent en Chine. Ben c'est ça. C'est qu'en s'ouvrant comme ça à l'étranger, en essayant d'industrialiser pour pouvoir être à égalité avec les pays industriels, ça a eu des conséquences funestes, en fait, sur beaucoup de populations paysannes partout sur le territoire chinois. C'est très lourd. Oui. Il n'y a pas cet aspect-là dans les films où que moi, j'écoute que c'est tout le temps des maîtres de Wing Chun qui doivent regagner leur fierté. Tes petits moines Shaolin, ils vivent dans la paix, puis tu sais, je veux dire, on te montre pas la trame complète de tout ça, mais tu sais, c'est quand même assez... costaud. Puis c'est sûr que la Chine, en plus, par rapport à ça, ben là, il y a le Japon, à un moment donné, qui va lui faire du mal, là, qui va se relever, lui, puis qui va essayer de reconquérir beaucoup de territoires. Fait que c'est un pays qui a connu quand même au 20e siècle une histoire qui est rocambolesque, on le réalise pas. Je pense, tu sais, comme... Là, j'ai compris, puis moi, mon knowledge de tout ça est très limité, là, je vais le dire, là, mais j'ai compris, c'est que, comme, dans la dernière entente qu'ils ont eue, Hong Kong a quasiment signé un bail aux Britanniques pour faire qu'ils viennent à Hong Kong pendant comme 50 ou 100 années. Genre, techniquement. Là. Techniquement. C'est sûr que dans les faits, en théorie, ce que tout le monde espère, c'est qu'Hong Kong appartienne officiellement à la Chine. C'est ça, exactement. Mais là, c'est comme si... puis là, genre, ça va être très grotesque, là, mais c'est comme si pendant, mettons, genre 100 ans, Laval vivait avec des règles du Sri Lanka. Puis là, genre, après, comme... 100 ans, on fait « Hey, Laval revient dans le Québec », mais là, les autres, ils ont des mœurs différents, ils ont l'argent différent, ils ont tout ça différent. Fait que là, ça va être super compliqué, j'imagine, de pouvoir... Ben, les révoltes qu'on voit présentement dans les rues, c'est beaucoup à Hong Kong que c'est parti aussi. Parce que là, présentement, ça bouge en Chine. Il y a quand même une réaction par rapport au fait que le gouvernement actuel cache beaucoup de choses. Il y a une actrice chinoise qui est disparue sans signe de vie parce qu'elle aurait commis une fraude. Je crois que c'est Fan Bing Bing, si je ne m'abuse. Pas pire, je m'en rappelle pas. Fait que ça se peut. À un moment donné, j'ai juste... Non, mais tu sais, imagine, mettons, qu'à un moment donné, on est comme, aïe, il me semble que Sarah-Jeanne Labrosse et puis ses médias sociaux. Ouais. On n'entend plus parler d'elle. Le gouvernement l'a juste comme séquestré pendant 6 mois puis on le savait pas.
Puis, en fait, on sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Elle était partout sur les réseaux sociaux, mais elle aurait fait une fraude fiscale et elle aurait été arrêtée et elle est disparue comme des radars. Puis elle n'est pas la seule. Fait que, la jeunesse chinoise, notre génération un peu plus jeune, présentement, elle commence à... Ben, ils savent qu'il y a de la censure, ils savent que, tu sais, je veux dire, bon... Internet un peu, là. Oui, mais... Ouais, c'est un peu. Rentre en Chine, tu vas voir. Ah, mais si eux, ils ont accès à juste... Tu sauras comment ton téléphone ne sert plus à rien une fois que t'es en Chine. Ils ont juste un peu une craque juste pour voir à quel point, comme crème... Ben, ils voyagent. Ouais. Ils n'ont pas accès à Internet, mais ils sortent du pays, ils voyagent. Puis je veux dire, ils voyagent partout. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, quand je suis allée à Canton, avant d'aller au Népal, j'étais la seule occidentale probablement du Boeing, mais au retour, je veux dire, bon, là, c'était plus mêlé, mais je veux dire, ces gens-là, ils venaient à Toronto, ils voyagent partout. Fait que c'est par le voyage aussi qu'ils voient la réalité des autres pays, puis ils se passent aussi l'information. Fait que les jeunes voyagent beaucoup plus que leurs parents, puis ils sont un peu plus ouverts sur le monde. Fait que c'est sûr que présentement, un régime politique aussi autoritaire, il n'est pas totalitaire, c'est pas la Corée du Nord, mais ça reste qu'il est autoritaire, ben c'est sûr que ça passe moins bien avec cette génération-là. Fait que la Chine s'en va peut-être vers un tournant. Je dis peut-être, ça va dépendre de comment ils vont mater ça, parce qu'ils sont très bons pour mater des rébellions. Mais ça, c'est juste à Hong Kong ou dans la Chine en général? Non, la Chine en général. Mais Hong Kong est le foyer de départ. Mais Hong Kong est revenu sous le giron de la Chine maintenant? Ouais. Ça a terminé, ça fait pas longtemps, me semble, non? Ils sont encore en entente pour faire partie de la Chine. Comme je te dis, l'objectif, c'était qu'éventuellement, ça appartienne à la Chine, mais c'est vrai que c'est un territoire qui est très différent d'un point de vue culturel, parce qu'eux ont toujours eu cette ouverture-là sur le monde occidental. Ça change. Ils n'ont pas la même mentalité nécessairement. Mais comme Canton n'a pas la même mentalité, parce que c'était les villes portuaires, que l'intérieur de la Chine non plus. C'est immense, là. On a de la misère à réaliser, mais je veux dire... Même aux États-Unis, tu sais, genre... mettons, dans les années 90, il y avait des artistes de la côte Est, de la côte Ouest qui avaient la guerre. Ouais. Qui était très grave aussi. Fait que... je parle de rap ici. OK! West Coast, East Coast. J'attendais la référence de lutte quelconque, là. Ouais, mais moi aussi, je pensais qu'on allait ok. avoir des références à NWO. Mais je remettais, j'ai connu les années 90. What the fuck? De quoi tu parles? Mais tu sais, t'avais comme Tupac contre Biggie, ces shit-là. Mais, tu sais, comme un pays, c'est grand. Même au Québec, on s'entend comme. Tu sais, quand les gens qui vivent à Bécomo, ils n'ont pas le même rythme de vie que nous sur le plateau. Puis, tu sais, Gaspésie. Ouais, Gaspésie aussi, en effet. Là. C'est un monde à part, là, je veux dire, le rythme de vie, mais aussi même les accents. Tu sais, je veux dire, c'est partout. Là. Ouais. La Chine n'est pas différente. C'est juste que nous, pour nous, vu que c'est loin, on se dit, sont tous des Chinois. Comment, de fois, tu sais, le monde sont comme, je sais pas si c'est chinois, thaïlandaise. Tu sais, pour nous, c'est toute la même affaire, puis on les met toutes dans le même panier parce que c'est loin de nous, puis c'est pas notre réalité. Comme eux, ben, ils voient un occidental, on passe pour des Américains très facilement quand on voyage, puis tu sais, c'est... Ouais, t'imagines tout. Ah ouais, le monde qui mange tout le temps du McDonald's. Il y a ce genre de préjugés, effectivement. Tu sais, je veux dire, au Népal, les gens étaient fascinés de voir que je mangeais dans les restaurants locaux, puis que je mangeais la nourriture de base des Népalais, puis que j'allais pas dans les restaurants d'hôtel où est-ce qu'ils servaient justement de la nourriture internationale. Puis je veux dire, ça me valait comme une espèce de un sympathisme. Ouais, j'avais de la sympathie envers moi de la part des serveurs qui essaient de m'enseigner du népalais en même temps. Mais tu sais, je veux dire, ils étaient surpris parce que souvent, quand on est associé aux Américains, on s'intègre pas tant. À moins d'être un jeune habillé, tu sais, j'ai arrêté ça aujourd'hui par contre, là, mais habillé un peu hippie, tu sais, il y a quand même des gens qui visitent, qui ont tendance à se tenir dans les restos qu'on dit internationaux. Mais tu sais, regarde, je reviens de l'île du Prince-Édouard. Puis il y a un restaurant qui ouvre à Cavendish juste pour la clientèle américaine qui veut manger des spaghettis et des hot dogs parce que la plupart des restaurants ne servent pas pendant la période estivale dans le secteur de Cavendish parce que tu vas là pour manger des fruits de mer. Tu sais, tu vas pas là pour manger weird. une soupe aux légumes. Tu vas voyager, mais pour rester chez vous. Tu sais, c'est quand même bizarre comme... C'est ce qui fait que nous, on est associés à ça aussi. Quand tu voyages, ben, tu sais, t'es blanc, ben, t'es soit européen ou nord-américain, mais d'un point de vue d'un Chinois, ça paraît quand t'es nord-américain. Ils savent vraiment faire la distinction. Là, mais est-ce que cette habitude-là, mettons, américaine, de vouloir être dans ses affaires tout le temps, est-ce que ça vient genre de leur espèce d'exceptionnalisme américain, de comme être les meilleurs partout? Fait que, encore une fois, c'est une généralisation. T'as plein de jeunes américains qui font pas ça. Oui. Mais c'est qu'on va associer... Pourquoi associer ça à la génération des boomers qui a voyagé, qui en avait les moyens, mais qui voulait pas perdre son identité, sa culture, puis qui l'imposait peut-être un peu involontairement aux autres. Les jeunes, c'est moins pire, mais c'est sûr que cette clientèle-là, elle existe encore, elle a les moyens, puis elle voyage. Fait que c'est sûr qu'elle teinte, puis elle amène une forme de généralité dans les autres pays où eux autres aussi vont dire « Oh, c'est l'autre bout du monde, ils sont tous de même. » Mais nous, on fait la même chose avec l'Asie. On n'est pas capable de faire les distinctions culturelles, les distinctions sociales, politiques. Un Vietnamien ou un Chinois demande à la majorité des Québécois pour eux autres. C'est pas grave, c'est la même affaire. Non. Mais c'est ça. Eux autres, c'est un peu la même chose. Vont poigner l'espèce de boomers qui ont comme un peu instauré ce genre de tourisme-là, un peu comme l'espèce de tourisme sexuel aussi en Thaïlande ou des affaires comme ça, ben tu sais, ça teinte
un peu la perception qu'on peut avoir. Donc, ça va des deux côtés, comment on se perçoit dans le monde. C'est assez fascinant. Absolument. Hey, je pense que sous cette fascination, on va terminer le premier segment. On va prendre une petite pause, puis on va revenir direct après. Ben. Ça me fait freaker. L'île de Pâques te fait freaker. Ça m'angoisse énormément. Il n'y a rien que je trouve plus angoissant que quelque chose. T'es en train de me filmer pendant que je parle de mes angoisses. Vas-y. Mais il n'y a rien que je trouve plus angoissant que des phénomènes que je comprends pas. Tu sais, comme l'île de Pâques, Stonehenge, puis tout. Puis qu'est-ce qui s'est passé pour l'amour du ciel? Comment c'est possible? Beaucoup de monde a du temps de lousse aussi, hein, comme... Ou je sais pas trop, là, comme mettre des pierres dans un parc, là. Ben ça, c'est les druides, là. Ouais, c'est mais non, mais c'est qu'on druides. sait même pas. On sait même pas. Mais là, je pense qu'ils l'ont découvert il y a pas si longtemps. Non? Découvert quoi exactement? Puis on a découvert beaucoup de choses. Ah, OK, on est en... Revenons, oui. Mais non, mais l'île de Pâques, mettons, là, ils ont découvert à quoi ça servait ou c'est juste des statues random? Ah, mais non, le toujours su, l'île de Rapa Nui, les Polynésiens qui descendent de ces gens-là ont toujours dit que c'était pour représenter les ancêtres. Et c'est pour ça qu'ils en ont fait autant. C'était pour garder la puissance de leurs ancêtres, garder le lien avec les ancêtres. Donc, ces Moai-là sont là. Ils ne regardent pas vers la mer, ils regardent vers l'intérieur de l'île pour protéger le peuple des Rapa Nui. C'est très angoissant. Moi, je me sentirais pas protégée par tout ça. Je me sentirais menacée d'un coup qui se lève puis que là, il décide de manger tout le monde. Oui, mais on sait comment les a construits. Ah ouais, ils savent? Je pensais qu'ils savaient pas. Non, il y a eu vraiment beaucoup de fouilles archéologiques sur l'île de Pâques. Puis depuis 2016, avec les drones, avec l'imagerie satellite, on est vraiment capable de comprendre un peu plus aussi les routes qu'ils prenaient pour les déplacer. Parce que les Polynésiens ont toujours dit, nos ancêtres nous ont toujours dit qu'ils marchaient jusqu'à destination. Fait qu'il y a ce qu'on appelle la technique du frigo qu'ils ont essayé, où avec des cordes, ils les font déplacer debout, parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui sont tombés, qui n'ont jamais atteint le site, étaient soit tombés à pleine face. Fait que ça veut dire qu'il y a eu un effet de gravité qui les a fait tomber comme ça à pleine face, ou sinon, tout dépend du centre de gravité de la statue. S'il était en train de la monter dans une colline, des fois, elle restait là, c'est trop lourd, ça tombait par en arrière. Donc, ils les ont déplacées debout. Parce que si on les avait déplacées sur des traîneaux, elles ne seraient pas dans l'état dans lequel elles sont. Fait que c'est toutes des recherches qui ont été faites. Ça fait plusieurs années, mais je dirais que 2016 a été un tournant, là, où en plus, avec des drones, ils ont été capables de voir, puis l'imagerie de satellite, des anciens chemins très creusés où on peut voir que c'est par là qu'on les déplaçait, parce que à force de déplacer des statues comme ça de plusieurs tonnes, ben le sol en cave, dans le fond, puis on est capable de voir ces traces-là du haut des airs. Combien de temps ça pouvait prendre les déplacer? Les déplacer, c'était quand même pas trop long, tout dépend d'où ils les envoyaient, quelques jours. Mais ça dépend où ils l'envoyaient sur l'île, parce qu'ils partent tous de la même carrière à la base d'un volcan. Et ils se sont rendus compte que pour en faire un, ça prenait à peu près 1 an. Donc, ils ont fait aussi ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale, où on va vraiment essayer d'en tailler un dans la carrière où on trouvait ceux qui n'ont jamais été finis parce que la pierre avait cassé ou des choses comme ça, pour voir avec les petits outils qu'ils avaient, qui est de l'obsidienne ou du basalte, tu sais, je veux dire, c'est de la pierre sur pierre, là, combien de temps ça pouvait prendre en faire un, en fait. Puis, c'est ça prend à peu près 1 an. Mais ils ont fait ça avec Stonehenge aussi. Ils ont essayé de faire le parcours et tout, parce que dans là, je vais dire n'importe quoi, c'est sûr, là, mais comme dans un cours d'eau, ils ont trouvé plein de pierres qui avaient coulé. Oui, mais c'est parce qu'ils ont que échappé. tu as 2 types de pierres. Tu as celles qui sont pas trop loin, à une 40aine de kilomètres dans une carrière au pays. Non, mais tu sais, excuse-moi, là, juste 40 km en char, je trouve ça long. C'est ça, déplacer des pierres sur traîneau. On vient de découvrir qu'ils ont probablement utilisé du gras de porc pour que les traîneaux glissent plus rapidement pour faire déplacer les pierres. C'est quand même beaucoup de porc. Oui, mais ils ont trouvé beaucoup d'ossements de porc dans le village juste à côté, qui est Durrington Halls, ou on l'appelle aussi Durrington Walls. Il y en a vraiment beaucoup qui ont été trouvés là. Donc, on pensait qu'ils faisaient des immenses banquets. Oui, mais le banquet, ça ne servait pas juste à manger, c'était pour récupérer. Ils sont capables de dire par les ossements des porcs qu'ils étaient suspendus et rôtis à la broche pour que le gras coule. Imagine s'ils mettaient juste comme les porcs vivants devant. Puis là, les porcs couraient, puis là... En tout cas, ça pourrait aider. Jouer à trop de jeux vidéo. Du fumier, tu sais, ça glisse très, très bien. Mais c'est sûr que il y a des pierres, par contre, qui viennent du Pays de Galles. Donc là, on parle de 150 km de déplacement. C'est jusqu'à Trois-Rivières, là. Bon, ils ont été capables de le faire vite. Il y avait le temps, tu sais. Pour eux, le temps n'était pas un facteur. Nous, aujourd'hui, il faut que tout se fasse vite. Eux, tant que ça se fasse, mais tu sais, ils étaient prêts à mettre le temps pour obtenir ce qu'ils voulaient. Tu sais, c'est ça. Ils n'étaient pas dans une ère d'instantanéité comme nous. Puis ça, tu parlais tantôt, tu sais, des fois, de l'anachronisme de voir, tu sais, les choses avec nos yeux de notre époque. C'est un gros défaut qu'on a aussi, c'est qu'on a de la misère à accepter que pour ces gens-là, construire quelque chose, ça prend plusieurs générations. Notre-Dame, les gens qui ont travaillé, qui n'ont jamais vu le début de la fin. C'est des immenses chantiers, les cathédrales, mais dans n'importe quelle circonstance. Je veux dire, il y a l'exception de la pyramide de Khéops, parce que le pharaon, il faut qu'il soit enterré dedans. Mais je veux dire, quand c'est des monuments collectifs,
qui vont servir à la communauté, bien justement, tu as une perspective collective, donc ça peut se faire sur plusieurs générations. Puis Stonehenge, qui est parti juste d'un fossé creusé au site actuel, c'est 500 ans d'histoire quand même de gens qui ont travaillé là-dessus pour finalement redéplacer les pierres puis donner le look qu'on a aujourd'hui. Il y a plein de gens d'enterrés sur le site, mais c'est ça, c'est... Il y a plein de gens d'enterrés sur le site. Oui, parce que c'était au départ, les pierres, les petites pierres, pas les hautes, les petites, au pied de chacune, il y avait un corps. Moi, je suis allée, là. Je savais pas, je n'étais pas au courant, j'ai piétiné des gens, là. Non, les ossements sont plus là parce que les archéologues les avaient enlevés. Ils les avaient tous mis dans une fosse commune. Parce que ça, c'est genre comme ça que les films d'horreur commencent. Hein. Ouais. Juste que là, ça chier. Tu piétines un mort, tu lui manques de respect, ça le met en tabarnak. Une touriste, justement, qui respecte pas la place, puis là, oh là là là. Gars, vous savez, je pense qu'on tient quelque chose, les gars. Je pense qu'on tient quelque chose. Stonehenge, j'ai tenté. Ben, ça se pourrait très bien. Je suis curieux de savoir, je résiste, mais je suis curieux de savoir, est-ce que ça arrive dans l'histoire que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires que c'est de l'orgueil ou de l'ego, tu sais, genre de l'histoire de comme, ah ouais, c'est un affront d'avoir coulé mon bateau, fait que la guerre a commencé, tu sais. Est-ce que ça arrive des fois que, mettons, admettre que t'as tort ou comment est-ce que des choses, des conflits seraient. Mettons, comme par exemple, moi j'ai. Mettons, ok, personnellement, dans toute ma vie, j'ai prôné manger en marchant. Manger en marchant, c'est le fucking best, puis manger en marchant, tout ça. Puis moi, mes amis, j'avais un de mes amis qui était contre ça, tu sais. Puis tout récemment, il l'a essayé. Puis il m'a dit. Ça a fonctionné, ça marche pas. Exactement. Quand c'est pas de la bouffe qui est nécessairement bonne, là, Non. c'est correct. Ouais, Ouais, quand c'est c'est pas ça. une fondue, tu sais. T'aurais pas envie de manger des sushis. En Non, c'est ça, exactement. Mais ça Mais passe. du taille express, ça fait c'est correct. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais, du taille express quand même. Ben Puis, oui. avec la boîte, les baguettes. Ouais. Mais quand ça marche, c'est comme, mettons. C'est du monde. Tu sais, genre, vite de même, j'ai l'Église puis Galilée qui me met en tête de comme avoir tort puis d'avoir admettre à un moment donné que. Ouais, elle m'a amené long et demi. Ouais. Mais Vraiment tard, hein? Ouais. Tu veux savoir, c'est des Ouais, situations dans l'histoire, on s'est ils se sont excusés. rétractés. Ouais, c'est ça, ça arrive-tu? Ça vous arrive jamais ou. Ben, l'orgueil fait en sorte que souvent les excuses sont un peu déguisées, tu sais, on va dire diplomatiquement parlant, ben, je veux dire, on rétablit les ponts, on essaie de recoudre nos relations, tu sais, on va utiliser ce genre de vocabulaire-là, mais tu sais, admettre des grosses excuses, c'est souvent très difficile. Tu sais, j'essaie de voir est-ce qu'il y a eu des excuses vraiment officielles qui ont été faites. Tu sais, à long terme, oui, l'Église n'a pas eu le choix parce que là, bon, elle a tué du monde, mais tu sais, regarde pour les génocides, la Turquie. Je veux dire, c'est assez difficile d'ignorer le génocide, tu sais, c'est pas ce que je veux dire. Les Arméniens. Je pensais dans l'Antiquité, je suis comme... Le génocide arménien, tu sais, je veux dire, il est un peu dur à nier. Surtout avec toutes les preuves, les témoignages, puis comment ça s'est fait et tout ça. Mais la Turquie ne veut pas entrer là-dedans, refuse en fait d'admettre le génocide. Elle va se justifier en disant ben c'était la guerre à l'époque. Fait que, tu sais, des situations, je dirais, diplomatiques où il y a eu des grandes excuses. Il faudrait que je fouille, mais tu sais, il y en a pas une tonne. Parce que tantôt on parlait d'Asie, je me souviens. Il y a genre 6-8 ans, là, Toyota, il y avait des problèmes de frein. Oui. Puis toute la dirigeance s'est excusée à tout le monde avec un grand salut dans un Oui, mais conférence ça, de presse. c'est commercial. C'est C'est ça. très asiatique. Comme les Japonais, quand il y a un problème avec le train, parce qu'il y a des gens qui se suicident, mettons, ben, la famille va s'excuser à toutes les personnes qui étaient à bord du train parce que le train a été arrêté puis il y a des gens qui sont arrivés en retard. Ça, c'est très asiatique, mais c'est des excuses à titre individuel pour l'honneur personnel ou l'honneur d'une compagnie. Mais tu sais, des excuses diplomatiques comme ça ou des excuses religieuses, t'en as pas eu beaucoup. Ça prend des fois des leaders qui vont dire oui, on reconnaît que dans le temps, il s'est passé des choses comme Justin Trudeau le fait avec les Autochtones. Tu sais, c'est... On peut plus dire amérindien. Dans les Autochtone. livres scolaires, en tout cas, Ok. on peut plus, mais je te dirais de commencer à apprendre à dire autochtone. Autochtone. OK, parfait. C'est considéré comme étant moins péjoratif. Puis, mettons, Première Nation, ça marche encore, Première Oui, Nation? tout à fait. Il n'y a pas de problème. Ça met les choses. Pour être sûr, là, des Non, fois, mais il faut on sait apprendre, pas, on sait là, pas, là, parce des que fois, des fois, on est des vieilles personnes, on parle de métropolis pour les du MTLUS, c'est Annick, des fois. là. Absolument. ouais, Ben c'est- absolument, je savais Ouais. même pas que ça s'appelait le MTLUS. T'en as parlé tantôt, j'étais comme je savais allée pas googler c'était aux quoi. toilettes. là. J'avais aucune idée c'était quoi. Ouais. Mais Yannick, t'avais une question sur le Japon tantôt qui est vraiment intéressante. Oui, j'étais curieux au sujet de ce qui se passait au Japon en Deuxième Guerre mondiale, puis par rapport, en Il se fait, passait beaucoup de choses. pas beaucoup de choses, mais surtout aux soldats, puis potentiellement aux enfants soldats qui avaient, parce que... Au Japon, oui. Au Japon. Ben, en fait, ma question vient justement de tout le temps mes astuces d'affaires de nerd, que... T'as tu sais, vu un film. Ben, en fait, j'ai réalisé que tous les dessins animés tous les animés qui mettent en vedette généralement des adolescents qui pilotent des robots géants qui sont construits par habituellement les adultes ou même leurs parents. Comme je me dis, ok, d'où ça vient ça, le Japon? Puis les gens qui ont créé ça, habituellement, c'est
leurs parents avaient vu la Deuxième Guerre mondiale ou leurs grands-parents. Puis c'est tout le temps des histoires de jeunes qui sont pognés pour faire des affaires vraiment, qui ont de l'air cool parce que c'est des robots géants, mais qui sont en situation de guerre pour des adultes, puis c'est là qu'ils gagnent une maturité ou ils deviennent fous ou ils vont dans quelque chose de terrible. Fait que là, moi, je me demande, tu sais, je savais que vaguement, je sais qu'il y a des kamikazes, des affaires comme ça, mais il y avait autant vraiment cette tradition-là comme d'enfants soldats au Japon ou peut-être pas aussi forte que ce que tu vois avec les guerres africaines. Où là, c'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu, surtout que dans les guerres africaines, des fois, il y a des viols qui sont faits dans les ethnies différentes, puis ils savent que les mères, là, ils vont moins aimer ces enfants-là, puis ils vont jouer là-dessus pour les récupérer après. C'est vraiment vicieux. On va pas jusque-là on va pas jusque-là dans l'histoire du Japon, mais c'est sûr que dans une situation de guerre comme ça, qui était colossale, parce que le Japon, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toute la question de l'Indochine. Bon, justement, il était en conflit avec la Chine, avec plusieurs territoires en fait en Asie, parce qu'il se constitue un empire. Puis bon, là, il y a eu des problèmes en eau internationale avec les Américains, Pearl Harbor, 1941, puis bon, là, ça prend des dimensions énormes, mais comme il y avait besoin de gens, c'est sûr que les adolescents, c'est pas juste le Japon, je veux dire, regarde Hitler, l'Allemagne, c'est la même chose, je veux dire, la jeunesse hitlérienne, on va conditionner des enfants dès le jeune âge à haïr les Juifs, puis à être désensibilisés par rapport à eux pour qu'ils soient capables de les tuer sans aucune hésitation. Le Japon va peut-être moins travailler sur le conditionnement mental, mais c'est sûr qu'ils ont utilisé quand même plus les adolescents, je te dirais pas les jeunes enfants, parce que le Japon, ça reste un pays qui a toujours mis l'enfant sur l'importance de l'éducation pour justement faire des adultes responsables. Mais c'est sûr que l'adolescent en temps de guerre, il est jeune, il est en forme. C'est probablement le meilleur atout que tu as dans plein d'unités militaires. Même si tu n'es pas à l'avant-plan, je veux dire, ils peuvent faire fonctionner ton armée pendant que les autres sont au front. Fait que oui, ils ont utilisé beaucoup d'adolescents. Okay, en plus, c'est comme, ton adolescent, c'est le moment où tu es testostérone un peu plus, agressif. Puis tu as le goût de te battre. Tu as le goût de te battre. Puis défendre ta patrie. Tu commences à comprendre aussi ce qui est ta patrie. Les jeunes enfants n'ont pas cette notion-là. Je ne sais pas aussi si le concept de masculinité est pareil comme en Amérique du Nord ou au Japon, mais tu sais, ici, genre, aller se battre, c'est être badass. C'est une affaire c'est devenir un homme. Devenir un homme. Ben ça, je pense que c'est assez international, mais c'est sûr que les codes sociaux, par contre, autour de ce qu'est être un homme peuvent varier. Je veux dire, il y a dans certaines cultures, qu'un homme montre des émotions, c'est correct. Je veux dire, bon, là, ça varie. Mais pour les mangas, il y a toujours quand même cette idée qu'ils aiment aussi tout ce qui est machine. Ouais. Il y a, je veux dire, la robotique, tout ce qui vole, parce que j'avais lu le roman Howl's Moving Castle, qui est un roman britannique. Okay. Avant d'être Avant que Miyazaki reprenne et en fasse un très beau film quand même. Je vais avouer, de Miyazaki, moi, c'est mon préféré. Howl's Moving Castle. Mais, je veux dire, l'auteur qui est décédé aujourd'hui, elle dit, c'était quand même un peu fabuleux de voir mon roman qui un roman de magie, mystère, etc., mais qui se passe en Angleterre avec des machines volantes qui arrivent de partout dans le ciel, des choses comme ça. Elle n'en revenait pas comment les Japonais avaient transformé son univers puis avaient réussi à inclure justement des grosses machines dans le ciel et tout ça de son œuvre. Ça fait partie plus de la culture du manga aussi, d'aller jouer sur... je dirais le démesuré, parce qu'ils vont le faire même dans les mangas porno ou des choses comme ça. C'est assez spectaculaire, je pense, qu'ils sont capables de faire. T'avais-tu vu Hirosaki Daiji? Non, mais c'est des images que j'ai vues, mettons. C'est des affaires que... J'ai vu ça au secondaire. Puis j'ai vraiment ri beaucoup. Puis mes amis qui étaient des fans de manga à l'époque étaient comme, pourquoi tu ris? Et j'étais comme, mais oui, mais là, ça n'a juste pas de bon sens. T'es comme, mais c'est violent. Je dis, non, ça peut plus être violent quand, en tout cas, le monstre, genre plusieurs phallus. Bon. C'était des tentacules parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment dessiner de phallus. Je pense que les Américains ont adoré ça en fuck machines aussi, ça existe encore, je pense. Oui. Mais c'est pas dessiné, mais c'est très animé, ça aussi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand tu regardes, je veux dire, j'ai été longtemps une grande fan de manga. C'est par manque de temps que je vois moins d'animés, mais tu sais, j'en ai vraiment écouté beaucoup. Même dans des animés qui étaient plus basés sur les arts martiaux, à un moment donné, des fois, tu as des machines qui apparaissent à des endroits, tu es comme... Pourquoi? Tu sais, c'est un fantasme de créer des machines. Le monde qui font ces shows-là ont habituellement une grande fascination avec la machinerie militaire. Puis il y a des bouts de comme celui que je parle, que j'ai parlé dans les quelques épisodes précédents dans Evangelion, qui est sorti sur Netflix, c'est pour ça que j'ai réécouté ça. Evangelion est sur Netflix? Oui, Evangelion est sur Netflix. Non! Ben oui! Moi, j'aurais écouté ça. Ben moi, j'ai tout réécouté récemment. J'ai replongé en 97 quand je l'avais vu pour la première fois, c'était merveilleux. Mais tu sais, il y a plein de scènes de rentrer ce tube-là dans le robot qui est animé avec
un soin incroyable. Il y a juste Ouais. du monde qui capote sur les machines à ce niveau-là, puis qui fétichise les machines militaires peuvent faire. Là. Mais ça peut-tu venir dont on parlait de la Chine qui a forcé beaucoup de monde rapidement à s'industrialiser? Fait que ça, c'est comme. Ça, c'est les machines, ultimement, de l'industrie. Ben, le Japon, quand il s'est industrialisé, c'est qu'ils sont encore aujourd'hui des pionniers de la recherche puis de l'innovation. Fait que c'est sûr que ça marque les familles, ça marque l'histoire des familles aussi. Puis je veux dire, ils sont vraiment des pionniers dans la robotique. Fait que c'est sûr que ça se retrouve dans les mangas. Mais encore, là, il y a une différence entre des mangas ou des animés qui ont été créés par des femmes versus ceux qui ont été créés par des hommes. Parce que quand les Japonais font par contre des mangas historiques, parce que vous en avez connu peut-être quand vous étiez enfant, là, mais Tom Sawyer, c'était japonais. Oui. Tu sais, il y en avait plein. Oui, Il n'y avait pas de machine volante nécessairement. Ou Ranma, il n'y a pas de machine dans Ranma. Tu sais, je veux dire, c'est une femme, en fait, c'est une des... Elle a gagné un prix récemment, Rumiko Takahashi, d'ailleurs, comme étant, je pense, une des meilleures femmes dessinatrice ou je sais plus trop quoi. Ça se peut, elle est assez légendaire, là, fait que j'espère qu'elle a gagné plusieurs prix. Oui, c'est ça. Ce que j'aime, c'est qu'il y a une émission qui est parfois qui est mise sur YouTube qui s'appelle Man Ben, que tu vois des créateurs de mangas faire des mangas. Puis quand c'est des dames, ils ont tout le temps l'air vraiment kick-ass, comme habillés à Adidas, avec des clopes en train d'en Les cheveux courts, souvent. d'ancrer. Ils ont tout le temps l'air. Sérieux, moi, j'ai jamais vraiment voulu fumer dans la vie, mais voir tous les créateurs de manga qui appellent des mangakas, les voir fumer des clopes en ancrant des pages, comme, hey, Chris, ça a l'air. Je pense que fumer, je pense qu'on Faut que le gourou m'a passé la cigarette. voir le vieux Malcolm de Miyazaki qui a un cendrier qui est comme. Qu'on dirait qu'il fait pousser des mégots, là. Non, c'est une bonne idée, fumer. Parce que, tu sais, il y a toute la tradition aussi des samouraïs au Japon, puis je veux dire, c'était des univers très violents. Fait que, tu sais, dans les mangas, on retrouve un peu de ça aussi, que ce soit dans des mangas où t'as l'air, justement, plus industriel, la machine, ou quand on va aller rechercher une œuvre qui est supposée se passer plus à l'époque médiévale, mettons comme Record of Blood of War, que t'as peut-être vu. Oui, j'ai vu des bouts, oui. Des bouts? T'as pas vu ça complet? Mais pas les affaires récentes, le vrai. J'avais... mon cousin avait une coupe de VHS, quand jadis, c'est par les VHS qu'on consommait ces affaires-là. Alors, je me rappelle de, tu sais, en 1998, en avoir vu une coupe, mais pas avoir vu la série au complet. J'étais pas née. C'était tellement... Moi, c'était... Ça aurait chaîné. Non, moi, T'as vécu vers là. moi, mon obsession, c'était vraiment... C'est devenu... c'était Evangelion, et puis là, que ça sorti sur Netflix, là, je suis retombé dedans, je lis le manga, je lis l'adaptation en manga, je m'achète des livres d'art d'Evangelion, et puis toute ma vie va disparaître. Ma blonde se moque de moi, parce que là, je suis redevenu un gars de animé. Oui! Puis là, l'autre fois, il y avait Cowboy Bebop pour 6$ en entier sur iTunes, fait que je l'ai acheté. J'aurais tombé dans un trou. La plus belle série de mon point de vue, qui est très courte, je l'ai en DVD, là, ça s'appelle El Hazard. Puis tu vois, ça se passe dans un univers... Au départ, ça a l'air plus un peu arabisant, mille et une nuits, tout ça. Puis à un moment donné, tu vas voir les grosses machines arriver là-dedans aussi. Okay. Fait que tu sais, c'est comme s'ils arrivaient toujours à mêler le côté un peu historique, fantasme historique avec la technologie. Ça fait partie de leur univers, mais ça fait partie de leur force aussi comme civilisation. Fait que tu sais, il y a quelque chose de leur côté plus normal que du nôtre. Mais tu parlais tantôt, justement, quand on parlait de soldats et tout. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'au Japon, l'honneur était vraiment important. Tu sais, y aller pour l'honneur, se battre pour l'honneur, être la patrie pour l'honneur, la patrie. Ils ont sans doute joué là-dessus aussi. Mais en temps de guerre, tout pays joue là-dessus. Je veux dire, les Allemands, cherchent pas, là. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était moins martelé, que c'était moins présent, que c'était moins... Mais même, genre... Rendu sous Hitler, c'était très présent. Même juste en conflit, tu sais, genre même juste... Tu sais, je me souviens, genre, avoir vécu un référendum quand je suis un enfant, là, puis là, ça devient comme vraiment patriotique, là. Tout le monde, il prend son camp, puis on est 100% à quelque chose. Puis... Mais même nous, tu sais, pendant la Première Guerre mondiale, vu qu'on a combattu sous le drapeau britannique, il y avait quand même des irritations par rapport à ça. Ben, c'est entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale qu'on a tout fait pour être vraiment officiellement indépendant, puis avoir notre unifolié, puis pour que s'il y a une Deuxième Guerre mondiale, on combatte en tant que Canadiens et non pas sous l'égide de l'Empire britannique. Moi, je savais pas qu'il y avait eu plein d'émeutes ici, puis des morts, là. Oui, la crise de conscription à Québec. Et tout, là, je savais pas ça. Ben, tu sais, les gens, à un moment donné, c'est ça, en temps de guerre, quand il y a quelque chose qui est voté, ben, tu es supposé respecter la loi. C'est pour ça que c'est un référendum qu'on a eu pour la Deuxième Guerre mondiale sur Mackenzie King. C'est pas le Québec qui a fait le poids pour le oui. C'est beaucoup le Canada anglais qui voulait... C'est leurs familles qui sont là-bas aussi en Europe, qui sont descendants de ces familles-là. Mais là, c'est sûr que le Québec n'avait pas le choix de suivre parce que c'était un référendum. Mais je veux dire, le côté patriotique, il était là aussi avec cette idée qu'entre les deux guerres, parce qu'on se doutait qu'à un moment donné, il y allait en avoir une deuxième, là, on allait avoir vraiment l'identité
canadienne, mais il fallait la créer. Fait qu'on a fait le mythe de la bataille de Vimy, où les Canadiens français ont eu un rôle plus secondaire que les Canadiens anglais. Puis, bon, au bout du compte, cette bataille-là est peut-être une victoire, mais à la fin, elle n'a pas servi à grand-chose. Mais on en a fait un grand mythe. Parce qu'on jouait là-dessus pour essayer de négocier avec la Grande-Bretagne pour avoir notre indépendance territoriale, militaire, etc., qui allait nous donner notre drapeau et tout ça. Fait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, on a pris une décision en tant que Canadien et non pas en tant que... en fait, pas assujetti aux décisions de la Grande-Bretagne. Fait que c'est partout. Ça veut dire le Japon n'est pas très différent du reste du monde par rapport à ça dans son patriotisme. Mais c'est une société qui a été beaucoup plus isolée sur elle-même que sa propre culture. Puis où effectivement, l'honneur militaire, l'honneur de sa famille, ça veut dire que tu y vas parce que sinon ta famille va être humiliée. Il y a surtout ça. Ça, c'est très présent, beaucoup moins ici. Là. Ouais. Mais là-bas, je veux dire, si tu fais quelque chose qui va teinter ta famille à tout jamais, ben suicide-toi, là, parce que ça va effacer. Mais il y a une époque où est-ce que même si tu voulais devenir médecin et tu n'arrivais pas, les gens se suicidaient pour, genre... Parce qu'il y avait... C'est ça, ça change, mais tu sais, c'est assez lent du point de vue des mentalités. Ça dépend des régions, ça dépend... En ville ou en campagne, encore une fois, il y a des gros changements. Tu sais, c'est très différent. C'est un peu comme en Inde. Dans les villes, le système de caste, c'est plus supposé exister, c'est plus légal. Mais tout le monde continue quand même à le pratiquer. Mais en ville, les jeunes, maintenant, s'en foutent, alors que dans les campagnes, les enfants sont encore assujettis à ça. Puis à des mariages imposés. Tu sais, c'est très complexe. Puis c'est ça, on a toujours tendance à généraliser en disant le Japon, c'est ça, c'est des campagnes, c'est des villes. Ils sont tellement nombreux. C'est des régions tellement différentes. Tu sais, je veux dire, l'Inde, c'est un continent. Ouais. c'est le tiers de la population mondiale. Je veux dire, de dire, ben ça, c'est un Indien, il vit comme ça. Non, je sais pas comment de langue en Inde, je sais pas comment. Amusez-vous sur Netflix. J'adore les films indiens sur Netflix. Je veux dire, j'ai vraiment une passion pour le cinéma indien. Oui, je me suis habituée aux vidéoclips qui passent dans les films. Quand tu comprends pourquoi ils font ça, parce que quand ils vont écouter ça en famille en Inde, c'est des gros films de 3 heures parce que des fois, il y en a qui n'ont pas beaucoup de sous. Fait que quand ils vont au cinéma, c'est une grosse sortie. Ils rentabilisent. C'est des films qui ont de l'action, de la romance, de la comédie. Voilà. Qui ont comme tous les genres dedans pour faire ça. Papa, maman, les petites filles vont être contentes, mais c'est pour ça aussi que le sexe est moins présent. Par contre, la série Sacred Games qu'ils ont mis sur Netflix, très violente, très sexuelle, excellente. Il faut vraiment que je le dise, j'ai adoré Sacred Games sur Netflix, qui parle un petit peu de ce qui va mener aux attentats de Bombay. Là. C'est quoi les attentats de Bombay? Ben, c'est un des événements... très long à expliquer et très complexe, là. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je te dirais, ce qui a mené peut-être vers l'Inde moderne et un peu plus démocratique, c'est quand la population va vraiment se révolter puis avoir des gros attentats violents avec des explosions et tout ça, entre autres dans une des plus grandes mégalopoles au monde, là, qui est Bombay. Et on voit un peu ce qui a mené à ça. C'est basé sur des romans, en fait, mais ça, là, sur Netflix, Sacred Games, honnêtement, si vous voulez entrer dans l'Inde, Sacred pour sacré, Games. C'est l'Inde moderne, où là, ils se sont dégagés justement du vidéoclip. Il n'y a pas de danse, là, puis il y a du sexe. Dans les films indiens, c'est très rare, là. Mais tu sais, je me suis habituée au fait que c'est ça. La danse aussi, souvent, c'est parce que les gens la veulent, ils s'y attendent, mais c'est des fois la pause pipi quand le film dure 3-4 heures pour certaines personnes. Vous savez, ils vont sortir un gros film de science-fiction. C'est la première fois que l'Inde va sortir un immense film de science-fiction. Il s'appelle Sao, puis il a été tourné dans les langues principales de l'Inde en même temps. Ça veut dire que chaque scène était retournée en hindi, était refilmée en telugu, en tamil, qui sont les langues principales de l'Inde. Puis même pour ça, la promo, c'est une danse. Je suis comme, hey, t'annonces un film de science-fiction badass tourné à Dubaï, puis la première promo que tu mets sur les réseaux sociaux, c'est une danse, mais c'est parce que les gens, la toune souvent fait la pub, puis ils vont la télécharger sur... c'est comme tout un univers, mais c'est ça, tu sais, l'Inde, essayer de dire, les Indiens vivent comme ça. D'abord, as-tu la diversité d'un continent comme ça? Fait qu'on a cette tendance en histoire, mais aussi, là, on fait un peu de sociaux, même aujourd'hui, par ignorance, à tout le temps mettre tout le monde dans le même panier, mais on n'aime pas ça quand ils le font à nous autres, ça le fait faire, par exemple. On n'est pas des Français de France, on est choqués. Écoute, là-dessus, on va prendre une petite pause, puis on va revenir direct après. Je me rappellerai toujours dans les Oscars quand son ami André s'est juste fait crever l'œil par un corbeau qui volait. André! Et je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais comme ça c'est un danger possible. Ça, faut faire attention à ça. C'est un danger. Non, mais... C'est vraiment là, tu sais, je devais avoir comme 6-7 ans, puis là, j'étais comme, faut watcher les corbeaux, faut faire attention, parce que c'est pas... C'est ça que t'as retenu de Lady Oscar? Entre autres. C'est pour ça que mon chien s'appelle Oscar. Mais, oui, c'était illustré de façon vraiment imagée. Il me semble que c'est un corbeau qui a comme cassé une fenêtre au travers, puis là, je suis comme...
Après, là, il avait l'air d'Albator, fait qu'il avait l'air Ben de oui, badass. il avait l'air de il avait les cheveux plus longs, fait qu'il était plus cool à la fin. Ouais, il Puis était quand plus tu cool. commences à le trouver cool, il meurt. Puis ça, là, ça a été mon premier deuil d'enfant de pleurer devant quelque chose à la télé quand André meurt, puis qu'elle reconnaît qu'elle l'aime, etc., qu'elle pleure sur André. C'est vraiment tragique, c'est très japonais, C'est, tragique. Moi, j'ai la tourne en tête, mais c'est tout. C'est les Oscars, c'est oui. une jeune femme qui est son père voulait qu'elle soit un gars, fait qu'il l'a élevée pour qu'elle soit justement un soldat dans l'armée, puis éventuellement un. Ça va être la garde royale de Marie-Antoinette. Ouais, c'est ça. Elle s'appelle Oscar François de Jarget. Ouais. Puis, bref. C'était cool. C'était vraiment cool. Tu voulais une série pour les filles, pour avoir on parle aujourd'hui du fait que des fois, les jeunes filles n'ont pas d'idole féminine, tu sais, qui sont indépendantes et tout ça. C'est sûr qu'à la fin, ça se gâche quand elle admet qu'elle l'aime. Puis en tout cas, il y a un petit bout qu'aujourd'hui, adulte, je suis comme, ce bout-là, t'aurais pu le laisser faire parce que ça gâche un peu justement le côté plus féministe de l'œuvre. Mais non, elle se bat comme un homme, elle vit comme un homme. Puis tu sais, je veux dire, c'est elle qui va être la garde royale de Marie-Antoinette. Parce que la femme qui a créé les Oscars était une fan de la Révolution française. Et historiquement parlant, elle est assez juste, merci. C'est sûr qu'il y a de la romance, il y a plein d'affaires, mais pour la trame principale, elle avait vraiment bien fait ses recherches. Elle n'a pas osé aller trop loin. En fait, Oscar meurt à la prise de la Bastille d'un coup de boulet de canon en plein ventre. Tu veux dire quelque chose de plus... Ça a pas de Puis sens. je me rappelle que le dessin animé se rend jusqu'à Marie-Antoinette, jusqu'à la Son exécution. guillotine, et que, c'est exprimé de façon, justement, pas avec des détails, mais je me rappelle que c'était vraiment marquant, puis que elle voit ses enfants qui vont mourir ou quelque chose comme ça. Marie-Antoinette, non, ses enfants meurent. Mais je me rappelle, elle a comme les cheveux blancs, puis elle virait folle. Parce que ses cheveux ont effectivement blanchi quasiment en une nuit, elle, dans la vraie vie. Je pense. Ouais, tu sais, à mon âge, 38 ans, tu sais, je veux dire, toute blanche. Mais, mais non, mais dans le dessin animé aussi, quand même, c'est ça, ils ont voulu montrer c'était quoi les conséquences de la Révolution, parce que ça s'arrête quand Oscar meurt à la prise de Bastille le 14 juillet 1789. Mais ils veulent montrer qu'est-ce qui arrive à Marie-Antoinette. Après, fait que c'est comme un épisode conclusion où Oscar est enterré, André est enterré, puis là, leurs amis se remémorent un peu ce qui s'est passé. Puis c'est un peu en souvenir, en fait, que tu vois ce qui s'est passé avec Marie-Antoinette, puis qu'a fait Axel de Fersen, parce que même si aujourd'hui, on a pu décoder... Lui, là, il avait l'air tellement hot, là, je vais le dire juste une fois, il avait l'air d'un beau Suédois. Je connais pas ce gentleman dans l'histoire de la... Axel de Fersen! Non, je connais pas. Oh my Parce que moi, God! quand j'étais jeune, moi, j'étais allé au collège français de Longueuil quand j'étais au primaire, puis il y avait full gros, genre, j'avais comme des livres de français de CM2, shit de même, genre. Fait que j'ai vraiment été à la française, puis à un moment donné, il y avait... Tout le collège français, ça élève pas à français. Moi, dans le temps, oui. Ah ouais? Puis... Ah ouais? Je savais donc ben pas ça. Ouais, puis c'est intense, là. On marchait... Puis j'en sais pas à la française, mais on marchait au sifflet dans les corridors, tout ça. Puis... genre, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait un genre de comme vidéo-film, une série télé sur la version française, et il devait fait visionner ça pendant les classes, là, je me souviens, mais je me souviens plus de ce personnage. Je me souviens comme plein de personnages sauf celui-là. Fersen, mais dans les Oscars, il est hot, là. Mais récemment, on a pu... Était-il historiquement chaud? C'est ça qu'on veut savoir. Oui! Il aimait les femmes, mais c'est sûr qu'on sait maintenant qu'il a vraiment été l'amant de Marie-Antoinette. Il l'a été pour vrai? Parce qu'on a décodé des lettres. Je suis donc bien heureuse de Parce ça. qu'il y avait des Ça lettres me fait codées qui étaient plaisir. faites entre les deux, et ça a été décodé récemment, où là, vraiment, disons que c'est assez difficile de penser qu'ils se sont pas aimés pour vrai. Ben, tu sais, parce que il y a toujours eu le flou de est-ce qu'il était chaste, puis c'était un amour pur, puis que c'est juste il y avait de l'attirance entre les deux, puis tout. Mais là, si on se Mais parlait, les lettres que lui a écrites à sa sœur quand Marie-Antoinette est morte, c'est vraiment à lire si vous voulez voir justement à quel point il a aimé cette femme-là. Je veux dire, ça, on les a toujours eues, les lettres d'Axel de Fersen qui a écrit à sa sœur en disant... parce que moi, je sais c'est qui, mais... Marie-Antoinette arrive à la cour de France, elle a 14 ans, elle est autrichienne, et parce qu'il y avait eu la guerre de succession d'Autriche juste avant, la France était l'ennemi des Autrichiens à ce moment-là, puis là, ils ont changé d'alliance, c'est pour ça que ce mariage existe entre Marie-Antoinette et le futur Louis XVI. Les Français n'aiment pas l'Autriche, donc l'Autrichienne n'était pas un surnom très intéressant, et la pauvre se retrouve avec Louis XVI, qui aurait rêvé d'être horloger, qui aimait taponner des horloges plutôt qu'un corps féminin. Et lors de leur nuit de noces, d'ailleurs, ça s'est pas consommé, ils étaient jeunes, fait qu'on s'est dit c'est pas grave, sauf qu'à un moment donné, il fallait qu'il y ait héritier, et au point où la famille autrichienne avait quand même des ambassadeurs, on a mis Marie-Antoinette et Louis XVI dans un lit, on a les textes de ça, et on a essayé de comprendre, mais Louis XVI, que fais-tu de pas correct? Et là, ils ont vraiment écrit, il entre, mais ne bouge plus. Alors, Marie-Antoinette vit glamour de princesse. Moi, quand les étudiantes me disaient, j'aurais aimé ça être une princesse, veux-tu qu'on en parle un petit peu? Et là, quand je leur raconte ça, ils sont là, puis
À quel point c'est décevant. Oui, boy. c'est ça. Alors, c'est sûr que Marie-Antoinette, à un moment donné, va aller voir ailleurs. Lors d'un bal, elle rencontre la Suède a un lien très fort avec la France à ce Un moment-là. domino, ça m'a toujours bien intrigué. Il dit Quoi? tout le temps qu'elle portait un domino. C'est quoi? C'est une des masques sorte comme de robe? Robin, Ouais. des fois. Oui, c'est les C'est un masques. masque. Ouais. OK, je pensais que c'était une sorte de Ben, ça ressemble à un robe. domino qui est juste un point de chaque côté, comme ça. Oh, merci. Fait que dans les balles, c'était... Mais on doit te reconnaître. Excuse-moi, là, c'est pas parce que tu Ben, me masques les yeux que je reconnais pas ton oui. bas de face. Ben, tu sais, je veux dire, le but que les yeux soient masqués, c'était pour ajouter à l'érotisme. Parce que dans le fond, c'était comme faire l'amour habillé, tu sais, danser avec quelqu'un qui n'était pas trop soucieux de lui ou c'est pas lui. C'était un peu ça le plaisir de la chose. Mais Marie-Antoinette et Axel de Fersen, qui est suédois, mais à l'époque, C'est un diplomatant. Oui, mais il est quand même fait partie de la noblesse. Et à l'époque, c'était la France et la Suède sont vraiment associés, alliés. La Suède copie même les théâtres français dans son architecture et tout ça. En Suède, tu as vraiment beaucoup de trucs qui ressemblent beaucoup à Versailles, d'ailleurs. Et c'était commun pour l'élite suédoise d'aller étudier en France, d'aller à la cour de France pour apprendre le français pour les relations diplomatiques, mais aussi pour avoir la culture française qu'on copiait du côté de la Suède. C'est un peu dans ce contexte-là qu'arrive Axel de Fersen pour ses études. Il arrive en France et là, tombe sur Marie-Antoinette, ça marche et C'est voilà. des études, fait que c'est un scholar, c'est un... Ben, les nobles, il faut qu'ils aient une éducation littéraire parce que tu sais, tu vas gérer des domaines agricoles, tu vas gérer plein de choses. Donc, il fallait avoir aussi une éducation littéraire. Là. C'était important. Puis en France, ben, c'était l'époque des salons. Il y avait possibilité quand même d'avoir des grands débats philosophiques, des choses comme ça, pas juste des jeux d'esprit parce qu'on a beaucoup mis l'emphase là-dessus à l'époque de Marie-Antoinette, mais il y avait bien d'autres choses. C'est le début de la Révolution. Donc, c'est l'époque où les gens, dans les salons, commencent à débattre de politique, justement, puis à commencer à parler d'idées plus démocratique, libre marché, qui va être à l'origine un peu de la révolution avec les philosophes des Lumières. C'est dans ces salons-là que ça débat. Là. Alors, Axel de Fersen va évoluer dans cet univers-là. Puis lui et Marie-Antoinette semblent avoir entretenu une relation fréquente et les lettres qu'on a pu décoder récemment montrent que l'affection était vraiment très sincère et c'est lui qui a essayé de les faire fuir. C'est ça que j'allais dire. Parce que quand on amène le couple royal à Paris pour leur faire quitter Versailles pour que le couple royal soit supervision, Axel de Fersen a voulu faire fuir Louis XVI, Marie-Antoinette et ses enfants. Ça n'a pas fonctionné. Puis c'est Louis XVI à un moment donné qui a dit à Axel, va-t'en avant que ça dégénère. Tu n'as pas à risquer ta vie pour nous, mais merci. Et c'est là qu'Axel de Fersen, une fois qu'il va apprendre la mort de Marie-Antoinette et même avant, va écrire abondamment à sa sœur son amour pour la reine qui ne comprend pas comment ça a pu terminer comme ça. Puis d'ailleurs, après ça, il s'en va à la Révolution américaine, lui. Parce que, tu sais, il creusé une femme en couple, fait que là, c'est comme ça finit. Mais il l'a vraiment aimé. De ce qu'on en voit par les lettres, ça, c'est une histoire d'amour qui a été très sincère. Et là, ce qui est intéressant dans les lettres décodées, c'est qu'on a la réponse de Marie-Antoinette. On n'en avait pas, où elle répond à ses sentiments. Mais Axel de Fersen, dans les Dioscars, bon, il est un peu trop blond et il a l'air un peu trop efféminé. Je cherchais un mot. C'est ça qui est drôle, quand on vieillit, notre vocabulaire, on va faire attention des fois à des choses qui ont été incrustées en nous, très très jeunes, qu'on a de la misère à se Ouais, défaire. c'est ça. Ouais. Vous avez une image plus masculine de cette personne-là dans votre jardin secret. Ben, c'est sûr que c'est l'époque où ils sont habillés d'une façon qui sont plus féminisés, oui, mais c'est sûr que, bon, c'est un dessin animé, c'est une femme qui l'a dessiné, mettons, qui correspond au Japon, dans les animés, on s'entend que les gars ont jamais l'air très... Très viril. Ouais. Hey, quand en fait, sur Netflix, il y avait Wolverine X-Men, Wolverine animé puis X-Men animé. De les Dioscars à Wolverine. J'ai regardé aussi, puis Wolverine, il a Oh, non, l'air voilà, de l'inverse. Non, c'est comme ça, t'as un petit trapu, techniquement, Wolverine. Là. Ouais, là, il Tu est sais, très... il est très mince, très comme romantique, d'une certaine façon. Il est très My Chemical Romance. Là. Ouais, c'est ça. Dans les animés japonais, quand les filles trippent sur un gars dans un animé japonais, ils sont souvent grands et lancés, puis des traits qui sont plus féminins que masculins. Tu sais, c'était Mais intéressant. d'ailleurs, super bon podcast de Franck Ferrand, mon amour. Varenne, non, mais qui parle de la fuite de la famille royale et tout. Donc, Varenne, qui est un excellent podcast, si vous voulez. Moi, je suis curieux au sujet de ces lettres décodées-là. Est-ce que tu sais c'est quoi le code qu'ils utilisaient à cette époque-là? Je le savais, là, je m'en rappelle plus exactement, mais dans le fond, ça jouait sur les lignes, en fait. Ça veut dire qu'entre 2 ou 3 lignes, c'est le chiffre. En fait, au début de la lettre, on dit... Il y a comme un chiffre qui est donné pour savoir à telle ligne, si tu lis toujours aux 3 ou aux 4 lignes, tu vas avoir la vraie lettre. Les phrases entre sont Ça juste sert du à blabla. Georges Sand va utiliser le même genre de technique avec Alfred de Musset où entre les lignes, à un moment donné, c'est rendu une lettre érotique. Là. C'est assez commun comme système. Il fallait juste qu'ils le comprennent, en fait, pour pouvoir décoder ça. Du moins pour certaines des lettres qui ont été décodées assez récemment. Mais parlant de lettres décodées, j'ai-tu le droit de faire un petit topo? Vas-y. Mesdames et messieurs, sur HBO, présentement, au complet, parce que c'est terminé, Gentleman Jack, si vous avez quelque chose à écouter qui est vraiment une petite révolution, selon moi, dans le monde télévisuel
visuel de l'histoire et de l'histoire des femmes. C'est tellement hot. C'est l'histoire de Anne Lister, qui était en fait une femme qui était lesbienne, ouvertement lesbienne, au 19e siècle dans le Yorkshire, en Angleterre. Et c'est Suran Jones qui l'interprète. Elle est... Ceux qui m'ont suivi sur Instagram, le lundi soir, cet hiver, je devais lui faire des déclarations d'amour assez fréquentes. C'était Yara dans Game of Thrones qui fait sa sœur. Fait sa sœur, ok, oui. Ouais, puis là, elle a les grosses robes, tu sais, puis elle a l'air vraiment d'une fille, puis elle joue la petite fille dans le Qui fond. est dans Game of Thrones? Yara, c'est une de La sœur de Tion Greyjoy. Oui. Elle est badass là-dedans. Mais là, dans Gentleman Jack, c'est complètement l'opposé. Et c'est Suran Jones qui interprète Anne Lister. Là, présentement, c'est la folie dans le Yorkshire pour visiter sa maison qui était restée intacte, qui est Shipton Hall. Mais cette femme-là, dans ses journaux intimes qui ont été décodés par une historienne, il y a plein d'entrevues avec cette femme exceptionnelle qui a travaillé très fort pour décoder ces journaux-là. La famille en avait décodé une partie puis ils les avaient jamais publiés parce que quand ils ont vu ce qu'elle écrivait, ils paniquaient. Elle était lesbienne, elle aimait les femmes, puis elle s'assumait, elle s'habillait toujours en noir, puis elle mélangeait en fait l'habillement masculin et féminin, portait un chapeau et elle va gérer le domaine agricole familial. Donc, c'est une femme d'affaires aussi et elle va réussir à séduire une femme qui habite pas très loin de chez elle, qui s'appelle Anne aussi. Et elles vont se marier. Même si c'est pas reconnu par l'Église, elles vont en faire un mariage, elles vont vivre ensemble comme compagnes, jusqu'à temps que Anne Lister meure en allant escalader une montagne quelque part. C'était une femme qui voyageait, qui s'intéressait à la médecine, à plein d'affaires. Gentleman Jack, et c'est confirmé que le tournage de la saison 2 commence en mai 2020 et je capote, honnêtement. Son fantôme, il revient de la montagne. Ouais, non, elle meurt pas dans la première saison, c'est ça, mais je veux dire, si ça avait fini comme ça, s'il n'y avait pas eu de saison 2, il avait réussi à bien finir, mais il ouvrait quand même une très belle porte une fois que ça finit avec le mariage là, pour la suite. Mais je vous le dis, c'est mon coup de cœur parce qu'on a vraiment utilisé ses journaux intimes. Il y a souvent des fois où elle va parler à la caméra, on sait que c'est un texte intégral de ce qu'elle a écrit. Quand elle regarde la caméra, on va aller chercher le texte d'origine. Ça vient, en plus, c'est cool parce que, tu sais, dans la même, ça vient de collaboration entre différents pays, comme, tu sais, ça vient de Ramdam, cette technique-là. Là. Vraiment, de regarder la caméra puis d'exprimer un texte. Qui est Sonia, tu vas me tuer. C'est vrai, non? Il me semble que c'est ça que j'ai lu partout. Il vient de contaminer mon amour de Gentleman Jack avec Ramdam. Excusez-moi. T'as écouté Ramdam? C'est pas de ton âge? Non, j'ai écouté 2-3 épisodes de même. Là, Tu mens, t'as tout Mais là, pour faire un référent. Je connais juste c'est Manolo. Je sais que la famille, l'Espérance, puis c'est tout. L'Espérance Carpentier. C'est ça. Je sais rien de tout ça. Là, vous me perdez un petit peu. Bon, de Gentleman Jack à Ramdam. Mais ça, là, pour un personnage féminin, honnêtement, là, c'est bien fait. L'écriture aussi est vraiment serrée. Mais Suran Jones, ça gagne pas de prix. Là, je veux dire, je pense que je me révolte. Dans les rues, c'est rare que je suis aussi passionnée. Mais j'ai hâte de voir la manif à Deschambault. Mais pour un travail d'actrice, ils ont fait reprendre je sais pas combien de prises pour que des fois, quand elle marche, il faut qu'elle marche un peu plus masculin. Fait qu'elle a dit, je sais pas combien de fois, juste marcher, il faisait reprendre la scène parce que il fallait qu'elle marche plus masculin. Puis le début, là, vraiment, c'est beau aussi, la scénographie. Il montre comment elle s'habillait avec le corset, mais les pantalons et tout ça. C'est son habillement qu'on voit. Puis à la fin, ben c'est ça. Pourquoi Gentleman Jack? C'est qu'elle était connue comme une lesbienne dangereuse à l'époque et c'était un peu le surnom péjoratif qu'on lui donnait derrière son dos. Elle s'appelait Anne Lister, mais il y a des monde qui disent non, ça c'est Gentleman Jack. En voulant dire c'est un homme puis un gars crouse des femmes puis tasse-toi parce que si t'es une fille, t'es un peu en danger. Il y a un groupe de 2 femmes lesbiennes qui font de la musique dans Yorkshire qui avaient composé une chanson en son honneur puis ils l'ont récupérée à la fin de la série. Fait que vous pouvez la télécharger sur iTunes. C'est vraiment bon, en fait. Mais coup de cœur. C'est rare que j'aime les séries historiques, je le dis, mais là, vraiment, la reconstitution aussi des domaines de l'époque, cité monde plus industriel du Yorkshire à l'époque des mines et tout ça. Honnêtement, là, il y a eu du très beau travail. Mais Evelyne, c'est drôle parce que de te voir parler avec passion d'une série ou d'un film bien fait. Ah, que d'habitude, je l'ai démoli. C'est comme voir Yannick faire comme ah oui, dans ce film-là, ce costume-là de Spider-Man et dans telle affaire. Puis ça me parle vraiment gros parce que Jack Kirby l'avait dessiné. Mais Spider-Man 2, c'est de la boîte. C'est le meilleur costume là-dedans. Non, mais là, il n'y a pas de boîte dans Gentleman Jack. C'est rare, c'est ça. C'est que je sais que je suis réputée pour démolir à peu près tout ce qui se fait en série historique, mais là, vraiment, j'ai trouvé qu'on avait quelque chose de... Puis, tu sais, je veux dire, de montrer les actrices dans le jeu aussi de 2 femmes lesbiennes à cette époque-là, ça devait pas être facile à jouer, puis elles le font. Tu sais, c'est pas caricaturé, t'as pas l'impression. En fait, tu y crois. C'est ça qui est beau aussi de voir une relation lesbienne, mais qui a l'air naturelle à l'écran, alors qu'on la joue dans une société qui
on parlait même pas de ça. Là. Je veux dire, on les aurait tués, on les aurait pendus pour ça. À ce moment-là, c'est comme illégal. En fait, l'homosexualité masculine était illégale, mais féminine, on n'en parlait juste pas parce que ça existait comme pas. Que ça passe toujours entre les mailles. Mais tu sais, il y a une scène de cunnilingus sous les jupons et tout ça. De la manière que c'est joué, c'est ça qui est dur, je trouve. Hein? Qu'est-ce que ça m'intéresse. Oui, ça s'intéresse, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais on a réussi à tourner ça sans que ça ait l'air caricaturé ou quoi que ce soit. C'est naturel. Fait que je le dis, Suran Jones en Anne Lister, c'est pour un travail d'actrice, cette femme-là va crouler sous les contrats dans les prochaines années, mais c'est fabuleux. Là. C'est cool. Moi, ce que j'aime quand je sors du cinéma, généralement, c'est que j'ouvre IMDb. Oui. Puis je vais voir les trivia, je vais voir les petites affaires, tu sais. Puis une affaire que j'aime vraiment, gros, même, tu sais, genre, il y a quelques années, ils ont repassé Titanic au cinéma, puis je suis allé le voir, j'avais jamais vu encore. Puis je sais. Puis, tu sais, il y a des détails là, dans cette famille-là qui dort dans leur lit, puis l'affaire montre, ben, c'est telle famille qui existait pour de vrai, tout ça. Puis, moi, je trouve ça vraiment cool quand ces affaires-là. Je sais que ça veut rien dire pour le divertissement, puis que le film vit très bien sans ce genre de détails-là. Mais moi, ça me rend heureux de savoir ça. Que ça existait pas vrai. Ouais. Mais moi, j'avais fait l'exposition. Il y avait eu une exposition du Titanic au Centre Eaton, là. Ça s'appelle plus Centre Eaton, mais là-bas. Puis, tu sais, t'avais ta carte de passager. Fait que quand tu rentrais, ils te donnaient une carte de passager, puis t'étais un vrai passager. Puis, à la fin, tu pouvais comme aller voir si t'avais survécu, puis dans quel état et tout. J'étais décédée. Comme une bonne partie des gens du Titanic. sais. Mais ça, si vous aimez le Titanic, honnêtement, passez par Halifax, le musée maritime d'Halifax. C'est eux qui ont la grosse exposition parce que, bon, ce sont eux qui ont quand même récupéré une bonne partie des objets. Mais c'est une exposition permanente qui est consacrée juste aux épaves qu'on découvre dans le secteur d'Halifax, où tu vois justement la vie des gens sur les grands bateaux qui ont coulé. Il n'y a pas juste le Titanic, là, mais honnêtement, si vous allez à Halifax, c'est cool. Empress of Ireland. Ça aussi, c'est spectaculaire. Ben oui, c'est une autre tragédie. Puis je veux dire, le bateau, il était pas loin, là, mais oui, il y en a plusieurs. Mais c'est ça, si vous voulez voir ça, là, c'est le musée maritime d'Halifax qui a une des meilleures expositions là-dessus. Ça m'angoisse beaucoup trop. Mourir sur un bateau, ça me terrorise au plus haut point. Absolument. C'est vraiment quelque chose qui... Mettons, entre mourir dans un avion ou dans un bateau. Mettons, tout le monde. Tout me terrifie. Ouais. Moi, j'aime mieux l'eau. Si j'aime mourir, j'aime mieux mourir dans l'eau. Non. J'aime mieux exploser. J'aime mieux exploser. Puis c'est qui, mettons, l'avion tombe dans l'eau. Tu vas pas s'avancer. Je fais un arrêt cardiaque. Ok, je c'est pense ça. que... Ouais. Entre mourir brûlé ou tomber dans l'eau, j'aime mieux tomber En fait, j'ai toujours un peu de cyanure dans mes poches. Je suis prête. Je suis là. Quoique... Dès que t'entends dans l'avion, t'es prête avec ta pilule. J'ai écouté The Americans, puis un moment donné, quelqu'un quelque part, c'est vraiment pas un punch que je vends, mais quelqu'un quelque part un moment donné se clenche une petite pilule de cyanure. Ça n'a pas l'air nice non plus, là. Il n'y a rien qui a l'air agréable dans tout... Mourir est par définition rarement... Dans tout ce projet. Je pense que j'irais 2 balles dans le nuque. On y va rapidement et efficacement. Message à tes enfants. Quand je vais être rendue vieille, emmenez-moi dans le cours. Pour la postérité. Pour lequel de ces destins-là je choisirais, on dirait que ça dépend, mais mes restes vont sans doute être consommés par la faune locale à ces environnements-là. Fait que c'est laquelle des faunes qui ça me dérange le moins de nourrir. Alors, de toute façon, ils vont te retransformer en compost après, tu vas redevenir des déjections. Oui, c'est de la vie. Fait que je pense que ça serait peut-être les poissons. Peut-être que les poissons, on fait tellement de mal à l'océan, c'est le temps de leur donner que j'en donne avec mon corps. Voilà. Tu redonnes à la science. Mais ça a l'air long quand même. T'sais, ils vont juste... Comme c'est un projet. Ouais, mais l'eau ramollit tes chairs assez vite. Ça me dégueule. Tout me dégueule là-dedans. Moi, ça dépend, c'est quel bateau. Parce que genre mourir sur un pédalo, ça me gênerait plus. Mettons que j'aurais vraiment honte. Là. Ouais, tu veux pas... Tu veux pas mourir avec un hook de punch facile pour les gens qui survivent. Non, c'est ça, exactement. Tu veux pas te faire roaster à ton enterrement. Non, là. Ouais, mon enterrement, c'est un roast, là. Mourir dans mon sommeil, c'est plate, mais ce serait bon. Ouais. Mais en même temps, tu vois, moi, mourir sur un bateau ou dans un avion, ça me dérange pas. Je veux juste qu'on meure en groupe. Tu sais, je veux pas, mettons... Non, mais ça, je veux pas qu'il y ait un naufrage, puis là, 3000 personnes ont survécu. Qui est morte? Moi. Je veux qu'on soit groupés. Je veux, comme, amener tout le monde et comme tomber du navire de sauvetage, puis là, on l'a échappé, c'est dommage. Ouais, c'est la fille qui tombe sur l'hélice dans le Titanic, là. Et ça, hein? Et boy. Mais ouais, fait que je veux juste amener tout le monde avec moi. C'est tout ce que je demande. C'est un peu égoïste. Twist, mettons, t'es dans une situation comme ça, mais il y a quelqu'un que tu détestes
vraiment sur le bateau, t'es-tu comme, là, c'est ma chance De le pousser en bas, là. de le sortir de la vie. Ben oui, tout à fait. Je l'amène avec moi dans l'hélice. Je le pogne, on saute ensemble. Non, moi, je pense que dans la situation idéale, là, tu peux Non, faire mais là, ça. tu crois à ou la juste- réincarnation, vos destins vont être liés pour une vie supplémentaire. D'où boy. Jésus. Ah, c'est vrai. Hein. Ouais. Ne tuons pas personne. Essayons, Yannick, essayons. On peut rien promettre, là. Pour ce reste de Peace 2019, and love, tout le essayons monde. de tuer personne. Sur ce vœu de non-meurtre, Non, en effet. je pense qu'on va terminer l'épisode. Evelyne, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ça me fait plaisir. Les gens, ils peuvent te voir ou t'entendre où à l'avenir? Ouh, ben là, cet été, je suis en programme double. Je suis Oui. toujours à Dessine-moi dimanche avec Franco et au mois d'août avec André Robitaille qui le remplacera. Mais j'ai accepté aussi un contrat avec Stéphane Bureau, dont je suis bien entendu le mercredi vers 10h20 à peu près, où là, j'ai fait des mystères de l'histoire. J'essaie d'amener les éclairages scientifiques, en fait, qu'on a Ok. par rapport au mystère de l'histoire. Comme aujourd'hui, j'ai fait l'armée de terre cuite, un petit peu qu'est-ce qu'on en savait, les nouvelles théories sur le fait que c'est peut-être des Grecs qui auraient renseigné la technique artistique. Bon, ça fait débat. C'est le genre de choses que je vais faire Allez-vous chez faire Stéphane Bureau. des mystères, genre le succès de Caïn. Donc, comment c'est que ça a levé cette affaire-là? Je Ou, sais trop pas. moderne. C'est Trop ouais, moderne. c'est C'est trop trop moderne. contemporain, je pense, Il n'y a pas un aspect scientifique. Stéphane aime les mystères assez vieux, je te dirais. Fait que j'ai fait ça. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis, il fallait que je te raconte quelque chose. Ok. Je m'en vais à Bicoline avec Curieux Bill. Ah ouais! J'aimerais tellement que t'en Ouais, parles. on y Je va. savais pas si on avait le droit d'en parler. Je savais pas si on avait le droit d'en parler. OK, juste. s'il Elle vous va plaît, rentrer. Moi, tout le j'étais monde- expulsé. Non, mais tout le monde aller sur Instagram pour voir les costumes qu'il faut Ils sont que tu plus portes. là, c'était sur J'ai ma story. braillé. J'ai braillé littéralement. J'ai toute fait un seule. sondage pour J'ai qu'on m'aide à pleuré. choisir Oui, je me souviens, le je me souviens. costume que les gens qu'on va me louer. Mais ouais, j'avais jamais été à Bicoline, ce sera une expérience. Mais donc je vais avec Christian Bégin, je suis obligée d'être déguisée. Je déteste vraiment ça. Alors je sais pas quand, je sais pas Tellement quand l'émission va passer, mais je m'en vais tourner ça Mais le bientôt. curieux, lui, il est habillé comment? Je sais pas. Ah, ok. J'ai Moi, je me juste- demande c'est quoi son level, tu sais, genre Je sais pas. de noblesse à lui. Là. Je sais pas dans quelle situation je vais me retrouver, mais ce sera une expérience. Au moins, j'aurais vu Bicoline, fait que je tenais à te dire que Ouais. je m'en vais faire ça. Ouais. Et un jour, ça passera à la télé très probablement. Là, ça, voilà. Mais sinon, écoutez, j'ai une page Facebook, Evelyne Ferron historienne, et j'ai la page historiophile et mon compte Twitter et mon compte Instagram. Il y a de l'histoire partout, des nouvelles historiques tout le temps. Alors, je suis facile à trouver et à suivre. Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine dans la vraie vie et aussi sur Facebook. Fait que t'écris Pierre-Luc Racine, puis tu likes la page, c'est super simple. Que je m'enligne vers 3000 likes, man. Fait que. On merci route vers beaucoup, 3000, merci beaucoup. Aussi, je crie pour Rebagna. Fait que si tu googles Pierre-Luc Racine Bicoline, t'as le texte de la fois où j'ai été refusé à l'entrée de Je de l'avais Bicoline. lu, je me rappelle. Ouais, c'est pour ça que tu me parles de ça, j'imagine. Non, ça, T'auras tu pas eu l'avais la chance fini, de maman. voir ces deux collines. Non, Yannick, non. Puis. J'amènerai ta photo. Ouais, puis là, bientôt, il y a des articles bientôt qui s'en viennent, le fun sur Rebagna qui s'en vient aussi, puis sur Balcourbe, j'écris ça à lutte parce qu'il manque de lutte dans ma vie. Oui. Puis Instagram, quand ça le Pierre-Luc aussi, là. Gabriel, et toi? On te trouve où? Oh mon Dieu. Il y a plein de shows qui s'en viennent à Québec pendant Comédia. Je vais être là vraiment longtemps. Donc, venez me voir, venez me dire bonjour. C'est toujours agréable de voir des auditeurs. Sinon, Facebook, Instagram, Gabriel Caron. Venez me liker, venez me suivre. Il y a des beaux projets qui s'en viennent à l'automne. On peut dire aussi, vu que c'est sur les médias sociaux, que vous avez enregistré un pilote ensemble, un podcast d'histoire. Avons-nous fait ça? Oui. On a enregistré un petit épisode d'un balado qui sera disponible D'histoire. éventuellement. Oui, un balado d'histoire qui sera disponible éventuellement quelque part sur une plateforme quelconque. On ne peut malheureusement pas en dire Nous plus. sommes entre les bonnes mains de Transistor Oui, et voilà. on attend la suite des choses. Fait que les gens vont pouvoir le télécharger éventuellement, comme ils n'auront pas à courir, mettons, après un véhicule avec un porte-voix qui crie votre podcast. Non. Non. Ah ben c'est des bonnes nouvelles. Il y aura ça. une diffusion éventuelle quelque part. Il y aura diffusion. En fait, c'est un appel. Vous voulez nous héberger? Vous êtes intéressé à nous avoir? Allô? Faites-leur savoir. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Facebook, c'est Yannick Belzile, cartooniste robuste, où que je fais des dessins, et vous pouvez voir aussi ces dessins-là sur Instagram ainsi que sur Twitter, où je parle aussi beaucoup de pop culture. Et Continues-tu au pays d'en haut? Pour oui, je suis en train de travailler sur les pays d'en haut. Il me reste à dessiner des plans. J'ai fait la plupart de mes illustrations plus visuelles de trucs que des personnages, des pages couvertures. Là, il me reste des plans à dessiner qui sont... Je dirais que c'est vraiment une affaire qui est plus difficile à faire, mais qui est tout de même... Une fois que tu l'as fait, je suis comme... Tu sais, je pensais jamais dessiner des plans d'école ou de cimetière ou des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment plaisant. Alors, je suis en train de terminer ça et ça va être vu, je pense que ça sort cet automne, ou sinon ça va sortir en début 2020. Et vous allez pouvoir voir ça à la télévision maintenant, dans le futur.
À part de ça, eh bien, on remercie le Terminal Comedy Club. Oui, Oui, merci. vraiment. Physiquement, de nous laisser filmer ici. C'est tout le temps vraiment le fun. Ce sont des gens très... c'est du bon monde et leur cuisine aussi délicieuse, car des fois, je vais manger là après avoir enregistré. Oui, pour le vrai, c'est vraiment bon. Je tiens à spécifier, c'est vraiment, vraiment bon manger ici. On remercie aussi les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et dont vous pouvez acheter leurs merveilleux jeux comme Flint Hook ou Mercenary Kings sur toutes les grosses consoles de jeux vidéo. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.